Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Léla. J'ai 29 ans. Et le soir où j'aurais dû fêter mes fiançailles, je suis restée plantée sur le seuil de ma cuisine à regarder ma sœur embrasser l'homme que j'aimais. Elle avait les mains dans ses cheveux. Il la tenait par la taille. Les bougies que j'avais allumées le matin brûlaient encore sur le comptoir. Je les avais disposées moi-même. De petites bougies piliers blanches. De celles qu'on achète quand on veut rendre sa maison accueillante. La maison embaumait le gardénia et l'agneau que je faisais mijoter depuis midi. J'avais mis le couvert avec la plus belle vaisselle. J'avais même repassé les serviettes en lin. Chose que je ne fais jamais. Parce que Daniel avait dit un jour qu'il aimait quand les choses étaient faites avec soin. Intentionnel. C'est le mot qu'il a utilisé. Je suis restée là, immobile, pendant exactement 11 secondes. Je le sais, car j'ai compté. Non pas parce que j'étais sous le choc, même si une partie de moi l'était sans doute, mais parce que je voulais me souvenir précisément du temps qu'il avait fallu pour que ma compréhension de ces deux personnes s'effondre dans un état pour lequel je n'avais pas encore de mots. 11 secondes. Je suis alors retournée dans le couloir. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte doucement et je suis partie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais prête pour ce moment depuis 4 mois. Avant de vous raconter la suite, j'aimerais vous poser une question sincère. Avez-vous déjà été cette personne que tout le monde traite comme un meuble? Par cruauté. À proprement parler. Juste avec une indifférence désinvolte. Comme on oublie la chaise sur laquelle on s'assoit tous les jours jusqu'à ce qu'elle finisse par casser. Si vous savez ce que ça fait, alors vous comprenez déjà le début de cette histoire. Et si vous nous observez de loin, en vous demandant comment une femme peut se retrouver devant sa propre porte, 11 secondes gravées à jamais dans sa mémoire. Restez avec moi. Car ceci n'est pas une histoire de trahison. Voici l'histoire de ce qui se passe ensuite. Permettez-moi de revenir en arrière. Comme je l'ai dit, je m'appelle Léla. J'ai grandi comme la deuxième fille d'une famille qui vénérait les premières fois. Première à l'école. Première en beauté. Première dans la pièce. Première à se faire remarquer. Ma sœur Nadia est née 3 ans avant moi et elle est arrivée au monde comme si elle avait lu le scénario à l'avance. Elle avait un magnétisme naturel. Comme certaines personnes en ont, non pas grâce à quelque chose de précis, mais parce qu'une pièce se réorganise autour d'elle dès qu'elle entre. Elle avait les pommettes de ma mère, le rire de mon père et une assurance lumineuse que j'ai longtemps considérée. L'enfant, comme inné. Je ne suis pas née avec ça. Ou alors, ça s'est tu très tôt. J'étais la fille qui lisait. Celle qui restait à table après le dîner. Pour finir son chapitre. Celle qui avait de bonnes notes sans que personne n'en fasse une affiche. Les trophées sportifs de Nadia ornaient l'étagère du couloir. Mes diplômes étaient rangés dans un dossier. Dans le classeur bien organisé. Précis. Et totalement invisible. Ce n'est pas une tragédie. Je ne vous dis pas cela pour que vous ayez pitié de moi. Je vous le dis parce que la façon dont votre famille vous perçoit façonne votre propre image. Et il faut beaucoup de temps, parfois plus qu'il n'en faudrait, pour réaliser que ce modèle était erroné. J'ai quitté le domicile familial à 22 ans. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet de conseil financier de taille moyenne et j'ai commencé à construire une vie qui m'appartenait entièrement. Discrètement. Avec prudence. Comme je faisais toujours les choses à ma façon. J'ai rencontré Daniel 3 ans plus tard lors d'une conférence professionnelle. Il présentait un projet pour une start-up technologique pour laquelle je réalisais une analyse préliminaire. Il était intelligent, précis et d'une attention hors du commun, le genre d'homme qui se souvient de ce que vous avez commandé la dernière fois et qui pose des questions sur des choses mentionnées en passant. Nous étions ensemble depuis 2 ans lorsqu'il m'a fait sa demande en mariage. Il y a 6 mois, dans la cuisine de notre appartement, sans public ni mise en scène. Juste nous deux, et un écrin qu'il gardait dans la poche de son manteau depuis 3 semaines. Attendons, disait-il. Un moment ordinaire. Car ce sont les moments ordinaires qui comptent. J'ai dit oui. Évidemment. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle était heureuse, sincèrement heureuse.
Je crois, mais 4 minutes après cet appel. Elle m'a dit: tu devrais demander à Nadia de t'aider à organiser le mariage. Elle a un excellent goût. Cette phrase avait son importance. Je ne me rendais pas compte à quel point. À l'époque, Nadia est rentrée de Londres il y a 8 mois. Elle y avait vécu 2 ans avec quelqu'un qui s'est avéré être, selon ses propres termes, émotionnellement indisponible. Ce qui, concrètement, signifiait qu'il était fiancé à une autre pendant tout ce temps. Elle est rentrée un peu cabossée, un peu plus silencieuse que d'habitude. Ce qui, pour Nadia, signifiait simplement qu'elle était plus bruyante que la plupart des gens plutôt qu'impossible à ignorer. Elle est retournée vivre chez mes parents. Elle a commencé à venir plus souvent dans notre appartement. Daniel l'apprécia immédiatement. La plupart des gens. D'ailleurs, elle était agréable à fréquenter. Drôle, impertinente, curieuse de tout. Elle avait des opinions bien arrêtées sur le vin, des passions pour l'architecture et un rire qui vous donnait l'impression d'avoir dit une phrase vraiment brillante. Même si ce n'était pas le cas. J'ai regardé ça et je n'ai rien ressenti d'alarmant. C'est ce qui m'a interpellée. Je n'ai pas eu le moindre avertissement. J'ai plutôt éprouvé une légère satisfaction, comme celle qu'on ressent quand 2 personnes qui nous sont chères s'entendent bien. Je me suis dit: tant mieux. C'est bien. Je ne l'ai pas vu. Je tiens à être honnête à ce sujet. Mais j'ai commencé à ressentir des choses. De petites choses. De celles qui n'ont pas encore de nom lorsqu'elles apparaissent. Daniel est devenu légèrement distrait dans les semaines qui ont suivi l'arrivée de Nadia. Non pas absent, il était toujours présent. Toujours gentil. Toujours celui qui laissait du café sur mon comptoir tous les matins. Mais quelque chose en lui avait changé. Comme une boussole qui se dérègle lorsqu'on la place près d'un aimant. Je l'ai remarqué. Je l'ai noté et je me suis dit que je manquais de confiance en moi. Je n'étais pas en manque de confiance en moi. La première chose que j'ai remarquée, c'était un SMS. Je ne l'espionnais pas, je tiens à le préciser. Car la façon dont j'apprends les choses est importante pour moi. Son téléphone était sur le comptoir. Écran ouvert. Et un message de Nadia est arrivé alors que j'étais à 60 cm de lui. Je ne l'ai pas lu intentionnellement. Mais j'ai saisi 4 mots. Tu me comprends toujours. J'ai posé ma tasse de café. J'ai fini de me préparer pour le travail. Je n'ai rien dit. Ce fut le début de l'observation. Il faut que vous compreniez quelque chose à propos de ma nature. Je ne m'emporte pas. Je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas que je sois passive. C'est que je n'ai aucun intérêt, par nature, à jouer la comédie émotionnellement. Quand je ressaigne quelque chose, je me replie sur moi-même. J'analyse. J'attends. On m'a dit que j'étais froide pour cela. On m'a dit que j'étais difficile à cerner. Ma propre mère m'a même dit un jour que j'étais trop dans ma tête. Comme si être dans sa tête était un problème de localisation. Ce que les gens, comme ma mère, ne comprenaient pas, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le vrai travail se fait dans sa tête. Je me suis donc plongée dans mes pensées. Et j'ai commencé à porter une attention d'une qualité que je n'avais jamais déployée auparavant dans ma vie personnelle. J'ai appliqué la même rigueur qu'au travail, la même clarté méthodique, fondée sur des preuves et émotionnellement neutre à la situation chez moi. Ce que j'ai constaté au cours des semaines suivantes, c'est une régularité. Daniel a commencé à parler de Nadia plus souvent que d'habitude. Pas constamment, il n'était pas néglige, mais régulièrement. Comme on parle sans cesse de quelqu'un dont la voix s'est installée dans nos pensées. Il faisait référence à ses propos. Il a évoqué son avis sur le restaurant avant même que je ne le lui demande. Un jour, alors que nous discutions de destination pour notre lune de miel, il a dit, spontanément, Nadia disait qu'elle trouvait Lisbonne surfaite. Je l'ai regardé. Il a regardé son assiette. Nadia, pour ses pairs, était bien plus habile que je ne l'avais imaginé. Elle n'a jamais flirté ouvertement avec Daniel devant moi. Sa méthode était plus subtile et, d'une certaine manière, plus destructrice. Elle s'est rendue indispensable à ses yeux.
Elle lui envoyait par SMS des liens vers des choses qu'elle pensait susceptibles de lui plaire. Elle lui demandait conseil pour sa recherche d'appartement avec une telle fréquence qu'il est devenu son principal conseiller. Elle a créé une proximité en jouant sur le besoin. Une des stratégies les plus anciennes et les plus efficaces. Et je l'observais la mettre en œuvre avec une sorte de respect professionnel teinté de réticence. J'ai aussi commencé à remarquer ce qu'elle me faisait. De petites démonstrations d'autopromotion. De minuscules remarques désinvoltes à mon sujet. Le genre de remarques qu'on ne peut faire sans passer pour une paranoïaque. Léla a toujours été si responsable, disait-elle d'un ton qui donnait l'impression que la responsabilité était une maladie. Je ne sais pas comment tu fais. À rester enfermée tous les week-ends. Je deviendrai folle. Elle disait ça devant Daniel. Il a ri. Elle lui a touché le bras. N'oubliez pas cela. Permettez-moi de vous parler du cap des 4 mois. C'était un dimanche. Nous avions pris le brunch chez mes parents, le rituel hebdomadaire de ma mère. Avec son cortège de plats gargantuesques et les interactions typiques d'une famille qui n'a jamais appris à aborder les sujets importants de front. Nadia était là. Elle était pétillante et drôle. Et elle avait aidé ma mère en cuisine. Chose que j'avais manquée en arrivant 20 minutes en retard d'un appel professionnel. Ma mère l'a mentionné. D'un ton léger. Comme si de rien n'était. Nadia a été d'une grande aide ce matin. J'ai hoché la tête. J'ai mangé mes œufs. J'ai observé Daniel qui regardait Nadia raconter une histoire sur quelque chose qui lui était arrivé à Kensington 2 ans auparavant. Et j'ai observé son visage pendant qu'il la regardait. Et quelque chose en moi s'est figé. Profondément. Pas en colère. Pas dévasté. Toujours. Comme le moment qui précède une décision. Ce jour-là, je suis rentrée seule en voiture, Daniel était resté pour aider mon père, et je suis restée assise dans notre appartement pendant 2 heures sans allumer la lumière. J'ai pensé à ma bague. J'ai pensé aux bougies que j'avais achetées et qui étaient encore dans leur sachet. Au fond du placard. J'ai repensé à cette phrase. Ce sont les moments ordinaires qui comptent. Et à ce que cela signifiait de ressentir. Avec une clarté presque scientifique. Que ces moments ordinaires se réorganisaient autour de quelqu'un d'autre. Et voici ce que j'ai décidé. Assis dans le noir de mon propre salon. Je n'allais pas réagir. Je n'allais pas affronter la situation. Je n'allais pas infliger de souffrance à des gens qui s'en serviraient pour confirmer leur version des faits à mon sujet. Que j'étais la difficile, la rigide, la responsable qui, d'une manière ou d'une autre, avait échoué à préserver ce qu'elle possédait. J'allais attendre. Et j'allais me préparer. Et quand le moment viendrait, et je savais qu'il viendrait. Car les personnes qui font ce que faisaient Daniel et Nadia accélèrent toujours vers un moment de révélation. Elles ne peuvent pas faire autrement. L'élan est une loi physique, j'allais être prêt. J'ai cessé de réagir et j'ai commencé à observer. Et c'est cela. Si vous cherchez le tournant. La phase de préparation est celle que l'on ne voit jamais. On ne voit que le début, la blessure et la fin, le renversement, et l'on suppose que l'intervalle entre les deux n'était que souffrance. Attente. Survie. Ce n'était pas le cas. Je vais vous décrire précisément à quoi ont ressemblé ces 4 mois. Car les détails comptent. La première chose que j'ai faite a été de séparer mes finances. Daniel et moi avions ouvert un compte joint 6 mois auparavant pour les frais de mariage. La majeure partie de mon argent avait toujours été sur mes comptes personnels, j'y tenais beaucoup. Non par méfiance, mais par goût de toujours pour la transparence, et j'étais aujourd'hui reconnaissante de cette intuition. Je n'ai rien retiré du compte joint, car je n'allais pas prendre ce qui ne m'appartenait pas. Mais j'ai tout vérifié. Je sais exactement ce que contient chaque compte, chaque placement, chaque actif. Je sais ce qui est commun et ce qui est à moi. J'ai ainsi une vision claire et complète de la situation. Durant cette période, j'ai également consulté une avocate, Priya, qui m'avait été recommandée par un collègue. Nous avons pris un café ensemble, payé une consultation, et elle a répondu à mes questions avec calme et pragmatisme. Je n'envisageais pas de procès, mais de recueillir des informations.
Il y a une différence. Et cette différence, c'est le pouvoir. La deuxième chose que j'ai faite, c'était au travail. Depuis 18 mois, j'avais des discussions informelles avec les associés principaux de mon cabinet concernant une promotion significative. Ces échanges étaient positifs, mais vagues, le genre de vague qui survient lorsque les institutions sont intéressées, mais pas encore prêtes à s'engager. J'avais fait preuve de patience, comme je le fais pour la plupart des choses, c'est-à-dire peut-être même trop. J'ai perdu patience. J'ai sollicité une réunion officielle. J'ai présenté un dossier détaillé justifiant ma promotion. Chiffré, documenté et comparatif. J'avais des résultats concrets. Des données à l'appui. J'avais même reçu une offre concurrente d'une autre entreprise 6 semaines auparavant. Non pas que je comptais l'accepter, mais parce que je savais que seul l'intérêt pouvait véritablement convaincre les institutions. La réunion a duré 40 minutes. J'en suis ressorti avec un changement de titre, une augmentation de salaire de 31% et une lettre officielle que j'ai pliée et rangée dans le classeur à côté de mes anciens diplômes. La troisième chose que j'ai faite, c'est de documenter. Non pas parce que je comptais m'en servir comme d'une arme, même si je me réservais cette possibilité, mais parce que je voulais que la vérité soit consignée quelque part. Quelque part qui ne soit pas seulement dans ma mémoire. Les souvenirs sont sujets à controverse. Les documents, eux, ne le sont pas. J'ai conservé mes SMS. J'ai tenu un journal intime daté, où je notais des incidents précis, des mots précis, des observations précises. Je n'y prenais aucun plaisir. C'était simplement ce que la situation exigeait. Et la quatrième chose que j'ai faite, et c'est celle qui a exigé le plus de patience, a été de continuer. J'ai continué à préparer le dîner. J'ai continué à organiser le mariage comme si de rien n'était. J'ai continué à aller chez mes parents le dimanche. J'ai continué à être une bonne compagne, une sœur présente, un repère stable et rassurant dans la vie de chacun. Je n'ai pas agi ainsi par déni ni par faiblesse. Je l'ai fait parce que la pire chose que j'aurais pu faire, ce qui m'aurait tout coûté, aurait été de dévoiler mon jeu avant que les choses ne soient décidées. Personne ne le savait. Pas une seule personne. C'est peut-être là ma plus grande réussite de ces 4 mois. La recherche d'appartement de Nadia s'est enfin concrétisée début octobre. Elle a trouvé un logement, un petit 2 pièces dans un quartier plus proche du centre-ville, et a organisé une petite fête pour fêter ça. Une soirée décontractée qui semble improvisée, mais qui était en réalité soigneusement orchestrée. Du vin, du fromage et des invités assis sur des cartons. Faute de meubles, ce qui donnait à l'ensemble une ambiance bohème que Nadia arborait à merveille. J'y suis allée. Daniel y est allé. Mes parents y sont allés. La soirée était agréable. Presque plaisante. Même, comme le sont ces soirs, où l'on n'est plus surpris par rien et où l'on peut se contenter d'observer. J'ai mangé du bon fromage. J'ai discuté avec des gens que j'apprécie. J'ai observé Nadia et Daniel converser dans la cuisine pendant 12 minutes. Porte entrouverte. J'ai noté l'heure. Et j'ai mangé encore du fromage. Ma mère m'a retrouvée plus tard, près de la fenêtre. Et elle m'a regardé de cette façon, si particulière, qu'elle a lorsqu'elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle juge utile. « Tu es bien silencieux ce soir, » dit-elle. « Je vais bien, ai-je dit. » Nadia semble vraiment heureuse ici. C'est bon de la revoir. Oui, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Au sens précis, où l'on peut affirmer une chose vraie tout en sachant que la vérité ne représente pas l'intégralité de l'histoire. Ma mère m'a tapoté la main et est allée chercher mon père. J'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre et j'ai pensé. Encore 2 mois. Novembre est arrivé comme toujours. Ciel gris et nuit précoce. Saison propice soit à la tristesse, soit à la détermination. J'ai choisi la détermination. Le mariage était prévu pour avril suivant. Nous avions réservé une salle, un traiteur et une robe dont les essayages se faisaient par étapes une merveille. Ivoire aux lignes épurées. Le genre de robe qui ne cherche pas à impressionner, mais qui est simplement là. Je l'avais payé entièrement moi-même.
Volontairement. En novembre, Daniel était distrait. Plus qu'avant. J'ai commencé à remarquer qu'il protégeait son téléphone d'une manière inhabituelle. De petits changements. Téléphone face cachée. Écran baissé plus vite que nécessaire. Une légère hésitation avant de répondre aux appels en ma présence. J'ai observé tout cela avec la même attention neutre que je cultivais depuis des mois. Et j'en ai tenu compte. Pendant cette période, j'ai aussi parlé avec ma cousine Riem, qui vivait en ville et n'était au courant de rien. Riem fait partie de ces personnes qui m'aiment d'une façon simple et directe, qui m'ont toujours vue telle que je suis, sans le filtre des légendes familiales. Je ne lui ai pas tout dit. Je lui en ai dit assez. Que je traversais une période difficile. Que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Que je gérais la situation, mais que j'avais besoin d'un témoin. Assise à la table du restaurant où nous allons toujours, elle m'a regardée et m'a demandé « De quoi as-tu besoin ?» Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Que quelqu'un le sache. La preuve que j'étais réelle. Que tout cela était réel et que je n'étais pas en train de composer ma propre histoire dans le noir. Seule. Sache-le simplement. Ai-je dit. Elle a hoché la tête. Nous avons mangé. Elle n'a pas insisté. Et je l'en ai été reconnaissante. Décembre arriva. Et avec lui la fête de fiançailles. C'était l'idée de ma mère ou plutôt sa mise en scène, qu'elle préparait depuis mes fiançailles. Car elle exprime son amour à travers des événements. Elle avait réservé un salon privé dans un restaurant qu'elle attendait l'occasion d'utiliser. Elle avait invité 43 personnes, commandé des fleurs, dressé les tables et choisi un menu avec un soin que j'ai sincèrement apprécié. Même si je savais que cet événement était aussi pour elle. Je tiens à décrire cette soirée avec précision. Car chaque détail compte. La pièce était chaleureuse et tamisée, décorée dans les tons crème et or que ma mère associait à l'élégance. 43 personnes étaient présentes. Celles qui nous aimaient, nous connaissaient ou étaient apparentées à nous. Au sein des diverses configurations d'une grande famille aux liens étroits. Daniel portait son plus beau costume gris anthracite. Celui que je l'avais aidé à choisir, et il jouait un rôle que je reconnaissais désormais comme une performance. Et non comme sa véritable nature. Il était présent, attentif, me touchant la main à intervalles réguliers, disant les mots justes. Nadia était habillée en rouge. J'ai remarqué, sans surprise, qu'elle était vêtue de rouge. Elle le portait à merveille et elle portait tout à merveille. Cela n'a jamais fait de doute, et elle se déplaçait dans la pièce comme à son habitude, comme si la lumière était agencée pour la suivre. Elle a porté un toast. Ma mère le lui avait demandé. Car Nadia portait de très bons toasts. Tout le monde le savait. Et elle l'a fait, elle était drôle. Chaleureuse. Elle a dit des choses vraiment gentilles à mon sujet. Sur l'amour et sur Daniel. Et il y a eu un moment, au milieu de son discours, où elle l'a regardé de l'autre côté de la pièce et où quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose que je ne pense pas que quiconque d'autre dans la pièce ait vu. Mais je l'ai vu. J'ai levé mon verre quand elle a eu fini. J'ai souri. Je l'ai remerciée. J'étais, dans cette pièce, la personne la plus calme. Et le calme est une forme de force en soi. La soirée s'est terminée à 11h. Nous nous sommes dit au revoir. Nous sommes rentrés en voiture. Daniel s'est endormi rapidement, comme on le fait quand on porte un lourd fardeau et que le sommeil est une échappatoire. Allongé de mon côté du lit dans le noir, j'ai repensé à ce que j'avais vu, à ce que je savais, à ce dont j'avais besoin et à ce qui m'attendait. Encore 2 mois, pensais-je. J'avais légèrement tort. C'était 6 semaines. C'est en janvier qu'ils ont commis leur erreur. L'erreur que font toujours les gens dans ce genre de situation. Ils ont accéléré le rythme. Ils avaient été prudents. Mais cette prudence avait fini par ressembler à une privation. Et la privation a la fâcheuse tendance à l'emporter sur la prudence. Ils ont commencé à envoyer plus de SMS. À voir plus de monde. Nadia est venue chez nous 2 fois ce mois-là. À des occasions qui, avec le recul, semblaient orchestrer des raisons plausibles. Certes, mais pas vraiment nécessaires. Et puis,
Il y a eu ce week-end à la mi-janvier où je devais être à une conférence professionnelle hors de la ville. Je m'étais inscrite à la conférence. J'avais communiqué les dates à Daniel. J'avais préparé ma valise. Et puis, la veille de mon départ prévu, j'ai discrètement changé d'avis. J'ai décidé de travailler à distance cette semaine-là. J'en ai informé mon équipe et je n'ai rien dit à ma famille. J'ai pris la voiture jusqu'à un hôtel à 5 minutes de notre appartement. Je me suis enregistrée. J'ai dîné seule au restaurant de l'hôtel. J'ai travaillé sur mon ordinateur portable et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain soir, je suis rentrée en voiture à notre appartement. J'avais une clé. Évidemment. C'était chez moi. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je suis restée dans le couloir et j'ai regardé la cuisine, où des bougies brûlaient. 11 secondes. Puis je suis partie. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti pendant ces heures. Je suis rentrée à l'hôtel en voiture. Je suis restée assis un moment sur le parking. J'éprouvais une froideur que je reconnaissais non pas comme de l'engourdissement, mais comme une lucidité, cette lucidité particulière qui survient lorsqu'on cesse enfin d'espérer que ce qu'on craignait n'est qu'une illusion. Ce n'est pas une sensation agréable, mais c'est une sensation de pureté. Je suis montée dans ma chambre. J'ai commandé un thé au service d'étage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé ce que j'avais. Les documents, les dates, les photos des SMS que j'avais discrètement sauvegardées, la séparation financière que j'avais finalisée il y a des mois, la lettre de promotion dans mon classeur à la maison, la conversation avec Priya, l'avocate qui m'avait fourni tout ce dont j'avais besoin pour comprendre ma situation. J'ai appelé William. Il était 11 heures du soir. Elle a répondu immédiatement. C'est arrivé. Ai-je dit? Elle n'a pas demandé quoi. Elle savait déjà que ça allait arriver. De quoi avez-vous besoin? Demanda-t-elle. Un témoin. Ai-je dit? Demain. J'y serai, dit-elle. Nous avons raccroché. J'ai bu mon thé. J'ai pensé à ce que demain me réservait. J'ai pensé à avril. J'ai pensé à la robe ivoire. Et j'ai pensé à ce que j'étais prête ou non à emporter avec moi pour le reste de ma vie. J'ai pensé au classeur. J'ai pensé à la lettre de promotion. J'ai pensé au compte joint, aux arts du mariage et aux 43 personnes présentes à la fête de fiançailles. Et j'ai pensé à Nadia en rouge. Et à ce qui s'est passé entre eux au milieu de sa tartine. Souviens-toi de ça. Me suis-je dit. C'est important. Le lendemain matin, je suis rentrée chez moi. Daniel était là, Nadia non. Ce qui me permettait de reconstituer le déroulement de la soirée précédente avec suffisamment de précision. Il était dans la cuisine avec du café. Et lorsqu'il a entendu la porte, il s'est retourné. Son visage exprimait une multitude de calculs rapides. Combien de temps étais-je restée dehors? Qu'avais-je pu voir? Les bougies étaient-elles encore éteintes? Jusqu'où devait aller la simulation? J'ai vu tout cela se dérouler en lui en 2 secondes environ. Je suis rentrée plus tôt que prévu. Ai-je dit? La première journée m'a suffi. Techniquement, c'était vrai. J'avais tiré le meilleur parti de cette situation. Sauf de la conférence. Il se détendit. Pas complètement, quelque chose en lui continuait de faire des calculs en arrière-plan, mais suffisamment pour retrouver une certaine normalité. Il me servit un café. Nous avons parlé de tout et de rien. J'étais présente, détendue et parfaitement sereine. Et s'il a trouvé quelque chose d'étrange dans mon calme, il l'a attribué, je crois, à ma nature. Il ne savait pas que j'avais déjà déclenché le chronomètre. Ce qui s'est passé au cours des 3 semaines suivantes est la partie de l'histoire qui exige le plus de retenue à décrire. Car c'est la partie où j'étais le plus tentée de ressentir des choses que je ne pouvais pas encore me permettre de ressentir. J'ai donné mon préavis pour la salle de réception. Je l'ai fait par téléphone. Un matin de semaine. Depuis un café près de mon bureau. La personne à qui j'ai parlé était compréhensive et professionnelle. Il y avait une clause d'annulation que j'avais exigée lors de la signature.
que ma mère trouvait morbide et que je jugeais simplement prudente. Elle s'est avérée exacte. L'acompte, moins une petite somme, m'a été remboursée. J'ai annulé la demande de traiteur. J'ai annulé la demande de fleuriste. Je n'ai pas annulé la commande de la robe. J'ai appelé Priya. Je lui ai tout expliqué. Elle a écouté avec l'attention soutenue de quelqu'un qui a entendu un grand nombre d'histoires similaires et qui sait quels détails sont juridiquement pertinents. Elle m'a confirmé ce que je savais déjà de ma situation financière et a ajouté des précisions que j'ai jugées utiles. Elle a conclu. Vous avez été très minutieux. De sa part, c'était un compliment des plus flatteurs. J'ai dit à Daniel que je voulais lui parler. J'ai choisi un jeudi soir. Un choix délibéré. Ni le week-end, où le poids de la conversation aurait pu empiéter sur mon temps libre, ni un matin de semaine où il avait un rendez-vous. Jeudi soir. Un moment précis. Déterminé. Propice à l'organisation. J'ai préparé le dîner. J'ai mis la table. Je portais la robe bleue qu'il avait un jour qualifiée de sa préférée. Un détail étrange avec le recul. Mais qui, sur le moment, m'avait semblé une forme de respect. Voilà qui je suis. Voilà la personne que tu as choisie. Regarde ce que tu laisses derrière toi. Il est rentré chez lui. Il a vu la table. Il a dit quelque chose comme quoi c'était inattendu. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui laissait entendre que les calculs étaient de nouveau en cours. Nous avons mangé. J'ai attendu que le repas soit terminé, que les assiettes soient débarrassées, que le vin soit servi. Puis j'ai posé mes mains à plat sur la table. Je l'ai regardé et j'ai dit : « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Il resta silencieux un instant. Et à cet instant, je vis quelque chose changer en lui. Les calculs s'arrêtèrent. Et ce qui les remplaça fut quelque chose de plus bruté. Je crois, presque de soulagement. Le regard qu'on a quand on peut enfin déposer le fardeau qu'on portait. Lila, dit-il. Juste la vérité. Ai-je dit ? C'est tout. Et il me l'a dit. Pas tout, on dit rarement, tout d'un coup, mais suffisamment. Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre lui et Nadia. Quelque chose d'inattendu. D'involontaire. Et qu'il ne savait pas comment arrêter. Il a utilisé le mot connexion. Ce mot qu'on emploie pour donner à quelque chose une dimension émotionnelle plus profonde que celle que le mot attirance peut offrir. Il a dit qu'il n'avait pas voulu me blesser. Il s'est excusé. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Je l'ai laissé terminer. Alors j'ai dit : je sais. Je le sais depuis un certain temps. Il m'a regardé. Le soulagement avait fait place à quelque chose de plus compliqué. Que voulez-vous faire ? Demanda-t-il. Je veux rompre nos fiançailles. Ai-je dit ? Clairement et sans ambiguïté. Je veux que le compte joint soit clôturé et partagé selon les sommes que chacun y a versées. Comme je l'ai documenté. Je veux récupérer la bague, car elle appartenait à ma grand-mère. Et je veux que tu déménages d'ici 2 semaines. J'ai marqué une pause. J'aimerais aussi que ce soit toi qui l'annonce à ma famille. Ben moi. Dois. Il me fixait du regard. Vous avez planifié ça, dit-il. Non pas sur un ton accusateur, mais plutôt comme quelqu'un qui observe un phénomène naturel qu'il n'avait pas anticipé. Je me suis préparé. Ai-je dit ? Il y a une différence. Il a déménagé en 8 jours. Il a été efficace. Il faut le reconnaître. Il s'est occupé de son transport. Il n'a emporté que ses affaires personnelles. Il a laissé la clé de l'appartement sur le plan de travail de la cuisine, avec un mot disant simplement « Je suis désolé ». Le récit de cette histoire à ma famille est ce que je garderai longtemps en mémoire. J'avais demandé à Daniel de le faire. Et il l'a fait lors d'un appel téléphonique à mes parents. Ce que je sais parce que ma mère m'a appelé environ 11 minutes après la fin de l'appel, au cours duquel elle pleurait et me demandait pourquoi je ne lui avais rien dit et disait qu'elle venait me voir. Je lui ai dit d'attendre. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que je viendrais dîner dimanche, comme d'habitude, et que nous en parlerions à ce moment-là. Cela la contrariait. Mais elle attendit.
Le dîner du dimanche. La réunion habituelle. Sauf que rien n'était habituel. Mon père était silencieux. Comme le sont les hommes de sa génération lorsqu'il s'est passé quelque chose qu'ils ne peuvent affronter directement. Et ma mère avait visiblement pleuré plus tôt dans la journée et avait soigneusement effacé ses larmes. Nadia était là. Je tiens à ce que vous compreniez bien que je n'y suis pour rien. Nadia était toujours présente au dîner du dimanche. Son absence aurait été plus remarquée que sa présence. Et je n'avais rien dit à personne d'autre que ce que Daniel m'avait déjà communiqué. À savoir que les fiançailles étaient rompues. Alors nous nous sommes assis. Nous avons mangé. Et ce qui caractérise une famille qui communique indirectement, c'est que cette communication indirecte constitue son propre bruit de fond. Chaque élément non abordé est présent comme une pression. Une absence. Une forme de ce qui n'est pas dit. Au bout d'une vingtaine de minutes, ma mère a dit « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c'est arrivé. » Nadia ne dit rien. Elle regardait son assiette. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'expliquer tout cela à table. Ai-je dit « Je suis ta mère », dit-elle. J'ai le droit de comprendre. J'ai regardé Nadia. Nadia leva les yeux. Et pendant un long moment, assis par-dessus la table du dîner chez nos parents, nous nous sommes regardés. J'étais parfaitement calme. J'étais peut-être plus calme que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Nadia, dis-je très doucement. Veux-tu me l'expliquer? La table resta immobile. Ma mère regarda Nadia. Mon père regarda Nadia. Ma jeune cousine, qui n'aurait pas dû être là ce soir-là, regarda Nadia. Le silence dura suffisamment longtemps pour constituer une forme de réponse en soi. Nadia posa sa fourchette. Elle ne me regarda plus pendant un moment. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était différente de celle qu'elle avait utilisée à la fête de fiançailles. Plus faible, sans l'assurance qui la soutenait habituellement. « Je suis désolée, » dit-elle. « À la pièce, ou à moi, ou aux deux. Je suis désolée. » Le visage de ma mère se transforma complètement. J'ai assisté à la scène en direct. La confusion, le réajustement, la compréhension naissante, l'émergence d'un sentiment qu'elle mettra longtemps à nommer. Je crois. Mon père, à lui, restait immobile. J'ai pris mon verre de vin. J'ai dit, sans m'adresser à personne en particulier, l'agneau est vraiment très bon ce soir. Et puis nous avons mangé. Il y a des choses que je veux vous raconter sur les semaines qui ont suivi. Car ces semaines n'ont pas été simples. Ma mère n'a pas géré la situation avec simplicité. Elle a traversé différentes phases. Colère envers Nadia. Chagrin pour moi. Puis une période de confusion où je crois qu'elle cherchait à partager équitablement la perte entre nous afin que personne ne soit entièrement coupable. Un mécanisme typique d'une femme qui aime ses enfants plus que la vérité. Je l'ai accompagnée tout au long de ce processus. Je l'ai laissée exprimer ses émotions. J'ai répondu honnêtement à ses questions et je n'ai pas cherché à en dire plus lorsqu'elle n'en posait pas. Nadia et Daniel sont désormais ensemble. Paraît-il. Officiellement. J'ignore les détails et je préfère ne pas les connaître. Ce que je sais, c'est que la décision qu'ils ont prise en janvier dernier leur appartient et qu'ils l'assument pleinement. Mon appartement est très calme. Je l'ai un peu réaménagé. J'ai déplacé le canapé, acheté de nouveaux coussins, disposé d'autres objets sur les étagères. C'est étrange comme un espace change quand on cesse de l'imposer au goût de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi, de plus en plus, un soulagement. Je suis retournée au travail avec un nouveau titre, ce qui nécessitait de nouvelles cartes de visite. Mon équipe s'est adaptée au changement avec plus ou moins d'enthousiasme. Ce qui est normal. Mon bureau a maintenant une fenêtre. J'apprécie d'avoir une fenêtre. Je ne me rendais pas compte à quel point la lumière naturelle me manquait. Et la robe ivoire aux lignes simples. Celle que j'avais payée intégralement est dans mon placard. Je ne l'ai pas annulée. Je ne l'ai pas renvoyée. Priya a trouvé ça drôle. D'une manière un peu sèche. Riem, elle, trouvait ça tout à fait juste.
Je saurai quoi en faire finalement. Je ne vais pas vous dire que je vais bien. Car je ne pense pas que bien soit le mot juste. Je suis complexe. Je suis en pleine construction. Il y a des soirs où je reste assise dans mon appartement et où je ressens la douleur particulière de ce que je croyais être en train de construire. Et cette douleur est légitime. Et je l'accepte. Mais je tiens à dire un mot sur ces 4 mois de préparation. Car j'y ai beaucoup réfléchi, et je pense que c'est la partie la plus importante de cette histoire. Plus importante que la révélation. Le dîner et le silence qui a énoncé sa propre réponse. Cette préparation n'avait rien à voir avec la vengeance. Je tiens à ce que vous le compreniez. On m'a demandé Riem. Et quelques personnes qui connaissent des éléments de cette histoire si j'étais satisfait. Si j'avais le sentiment d'être vengé. Et la vérité, c'est que la vengeance n'a jamais été mon but. Car elle exige en public. Et je n'ai jamais été particulièrement intéressé par le public. Ces 4 mois m'ont apporté ceci. J'en suis sorti indemne. Je n'ai pas craqué. Je ne suis pas devenu une autre personne. Je n'ai ni supplié, ni joué la comédie, ni craqué, ni riposté d'une manière que j'aurais regretté par la suite. J'ai gardé les idées claires. J'ai agi avec prudence et j'ai protégé ce qui m'appartenait. Mon argent, ma dignité, mon avenir. Ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement faire preuve de compétence face à une situation douloureuse. Ce qu'ils m'ont pris. Ils me l'ont pris. Une personne que j'aimais. Un avenir que j'avais imaginé. Une année de ma vie passée à construire quelque chose qui s'est avéré être bâti sur des fondations fragiles. Ça, c'est réel. Ça, c'est une perte. Mais ils n'ont pas pris ma lucidité. Ils n'ont pas pris ma patience. Ils n'ont pas pris ma fenêtre. Ni mon nouveau titre. Ni la robe dans mon placard. Et ils n'ont absolument pas pris la suite. Il y a quelques semaines, je suis allée dîner chez mes parents. Ma mère avait préparé de l'agneau. Toujours la même recette. Car nous l'adorons tous. Nadia n'était pas là. On n'en a pas parlé et je n'ai rien dit. Mon père a raconté une longue histoire décousue sur un incident survenu à son bureau. Ma cousine était au téléphone. Ma mère n'arrêtait pas de tendre la main par-dessus la table pour me toucher. Après le dîner, je l'ai aidée à débarrasser. Nous sommes restés seuls dans la cuisine quelques minutes. Puis elle s'est arrêtée devant une pile d'assiettes et m'a regardé comme elle le fait quand elle ne trouve pas les mots. Je crois que je ne t'ai pas toujours bien perçu, dit-elle. Je crois que je pensais, parce que tu semblais toujours aller bien, je sais. Ai-je dit? J'aurais dû regarder plus attentivement. J'ai pris la vaisselle. Je l'ai posée dans l'évier. J'ai ouvert le robinet et j'ai dit. Tu peux regarder plus attentivement maintenant. Elle m'a enlacé par derrière. Nous sommes restés un instant debout devant l'évier. Un moment banal. Et pourtant important. Il y a encore une chose. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai mis un moment à l'identifier. Puis j'ai réalisé qu'il provenait d'une femme nommée Sarah. Une amie de Nadia que j'avais rencontrée 2 fois à différentes occasions. Qui avait toujours été aimable et que j'avais toujours apprécié sans y avoir particulièrement réfléchi. Le message disait « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais simplement vous dire que vous avez géré la situation avec une dignité remarquable. Je ne sais pas si c'est important, mais je tenais à ce que vous sachiez que quelqu'un l'a remarqué. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis resté assis là, à le contempler. Pendant 1 minute. C'était important. Non pas parce que j'avais besoin de cette validation, j'ai appris, au cours de ces derniers mois, à ne plus en avoir besoin, mais parce que c'est parfois agréable d'être remarqué. J'ai répondu. Merci. C'est important. Puis je suis retournée au travail. Car il y avait du travail à faire. Et j'étais douée pour ça. Et la fenêtre de mon nouveau bureau était baignée de cette lumière si particulière qui arrive au début du printemps, d'abord timide. Puis un peu plus chaude. Puis encore plus chaude. Le genre de lumière qui ne s'annonce pas. Qui arrive, tout simplement. Et qui change tout peu à peu. Comme le font souvent les bonnes choses. Je m'appelle Léla.
J'ai 29 ans. Et je ne fais que commencer.